Peur, peur de bégayer, bégayer de peur. 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 Peur de Peur de bégayer, bégayer, bégayer de peur. peur Peur de bégayer, bégayer de peur. peur de bégayer, Peur de bégayer, bégayer de peur. peur de bégayer, Bégayer de peur. peur de Peur de bégayer, bégayer de peur. Bégayer de peur. Voilà. Alors. Je sais pas, il y a quand même encore un paquet de clichés qui circulent, hein. Tu te rappelles du colloque dont tu m'as parlé, Joanne? Le colloque organisé par l'association Parole Bégaiement? Ça m'a tourné dans la tête toute la nuit. Franchement, j'ai du mal à comprendre le thème. Peur de bégayer, bégayer de peur. Je bégaye depuis que je suis tout petit et j'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est vrai que c'est très difficile de répondre à cette question. J'ai moi-même essayé de lire 2-3 petites choses dessus. Tu crois qu'on pourrait demander à Laure? Et Laure, tu nous éclairerais sur ce coup-là? Ok, Joanne. Ok. La mission me semble intéressante. J'aime les challenges. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre le lien entre peur et bégaiement, reprenons depuis le début. Parler, c'est un acte complexe. Cela nécessite de réaliser des mouvements très fins et très précis au niveau des lèvres, de la langue, etc. et à un rythme très rapide. L'enchaînement des mouvements doit être parfaitement coordonné. Quand c'est le cas, la parole est fluente. Imaginez une rivière. L'eau coule, la parole avance aisément. Néanmoins, le parcours est parsemé d'embûches. Il y a des cascades, des torrents, des rapides, des cailloux. Ce sont les disfluences normales. Ça nous arrive à tous. Aucune inquiétude. Et c'est ce qui rend notre parole vivante. Pour certaines personnes, ces disfluences sont trop nombreuses et prennent des formes atypiques. La fluence de la parole est donc perturbée. On parle alors de bégaiement. Le bégaiement touche 1% de la population mondiale. Ça représente environ 670 000 personnes en France. Les hommes sont plus touchés que les femmes, environ 3-4 hommes pour une femme. Dans la grande majorité des cas, le bégaiement apparaît dans l'enfance, entre 2 ans et 5 ans. Quelquefois un petit peu plus tard, entre 7 et 8 ans. Et dans de très rares cas, à l'adolescence. Dans 3/4 des cas, le bégaiement est transitoire. Mais quand il est présent depuis plus de 6 mois, 1 an, on considère que le bégaiement est installé. Il ne disparaîtra pas tout seul. Moi, quand je bégaye, ça fait plutôt ou C'est vrai pour toi, ça, Tidiane. Mais tu sais, il existe autant de bégaiements que de personnes qui bégayent. Le bégaiement peut prendre différentes formes. Répétition de sons ou de syllabes, allongement tendu, blocage. Parler devient laborieux. Certains spécialistes vont même plus loin dans l'analyse de ces disfluences et considèrent que le bégaiement, c'est juste les répétitions de sons et de syllabes. C'est ce qu'on appellera le bégaiement ouvert, le bégaiement tout nu. Avec les années, le bégaiement, les disfluences vont prendre différentes formes. On parlera d'évitement. Mais ça, on en parlera plus tard. On l'a dit, pour parler de manière fluente, il faut que tout s'enchaîne de manière extrêmement coordonnée. Le chef d'orchestre de tout ça, c'est notre cerveau. Les recherches ont montré qu'il existait des différences anatomiques et fonctionnelles au niveau du cerveau chez les personnes qui bégaient. Schématiquement, le cerveau envoie des messages à la bouche, mais d'une manière différente. On sait aujourd'hui
que ce fonctionnement neurologique atypique dépend de prédispositions génétiques. Bien sûr, l'environnement participe à l'évolution de ce bégaiement, de manière positive ou négative. Mais et la peur alors dans tout ça? Ah, mais si, mais j'avais rencontré Viviane Siskine. Elle avait une théorie hyper intéressante par rapport à ça. Viviane Siskine, ça me dit rien. Est-ce qu'elle est jeune et belle? Mieux que ça, Tidiane. Elle a eu le prix de la meilleure orthophoniste en 2014 aux États-Unis. Tu crois qu'on aura un jour ça en France? Je peux te faire une écharpe si tu tiens. Et donc, raconte-moi, que dit-elle? Elle a développé la thérapie de réduction des évitements dans le bégaiement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une thérapie où tu dois affronter la peur et la gêne dans le bégaiement, dans le but de retrouver une parole qui avance et confortable. Alors, comment te faire comprendre sa théorie? Tiens, imagine que le langage est un nuage. Lorsque l'enfant babille, dit ses premiers mots, fait ses premières phrases, le langage est fluent. Le nuage est donc léger, il avance tranquillement. Puis, certains enfants se trouvent un peu freinés lorsqu'ils parlent, par des répétitions, des prolongations de sons. Le langage, donc le nuage, est alourdi et freiné par le bégayage, mais cela n'empêche pas le nuage d'avancer tranquillement. Gêné par ces accidents de parole, l'enfant va très vite, inconsciemment, ne plus regarder son interlocuteur au moment où il bégaye. Sans s'en rendre compte, l'enfant a commencé à habiller sa parole en utilisant un premier évitement. Commençons par un facile. Fuite du regard. Je m'appelle Tidiane. Et oui, la peur de bégayer est trop forte, alors les évitements, conscients ou inconscients, sont bien utiles pour essayer de masquer ce bégaiement. On se sent d'abord mieux, on n'a pas bégayé. Mais ça dure qu'un temps. Et la parole devient en fait plus lourde. L'enfant n'aura ensuite que l'embarras du choix dans le grand dressing des évitements. Alors, celui-là. Un évitement ne remplacera pas un autre, il viendra tout simplement se superposer au précédent. Celui-là, c'est mot d'appui. M'appelle Tidiane. Changement de mot. On m'appelle Tidiane. Le fameux. Blocage. M'appelle Tidiane. Au moment où la personne sent son bégaiement arriver, la peur devient si forte que les muscles du larynx se tendent. Et c'est le blocage. La personne s'empêche de bégayer. Elle ne bégaye pas ouvert. Pour Viviane Siskine, il s'agit déjà d'un évitement. On continue ? Retour en arrière. Et je connaissais pas celui-là. Oui, retour en arrière ou reprise de bout de phrase. On le considère souvent comme une disfluence, mais pour Viviane Siskine, il s'agit aussi d'un évitement. On m'appelle Tidiane. Et pour finir, le nuage ne ressemble plus du tout à un nuage. Et au fait, je m'appelle comment? Il sera donc plus confortable de déshabiller cette parole et de revenir à un bégaiement tout nu, un bégaiement ouvert. Ok, franchement, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. C'est super, merci, bravo. Mais concrètement, je fais quoi alors? Je fais The Voice, je médite ou je sais pas, je fais de la relaxation. Oui, Tidiane, pourquoi pas? C'est des bonnes idées tout ça. Je pense qu'on peut aussi envisager les choses différemment. Par contre, on développera ça une prochaine fois. Là, moi, je vais vous laisser. J'ai poney. À plus! What about the relationship between fear and stuttering?
Certainly, if you don't want people to know you stutter because of the stigma, you're going to hide it. You fear showing stuttering because of not only the way people might react to it, but the way you feel yourself. You don't like to experience that stuttering. So fear of stuttering actually increases the struggle. And increase in struggle increases the fear, because the more we struggle, the more we don't want to show it. Being willing to show a little struggle for a while will go very, very far in reducing fear, struggle, and avoidance. Facing your fears, doing what you don't want to do, and reducing escape behaviors will go a long way for comfortable forward-moving disfluency.